Très rapidement. Premièrement, sur la question des honoraires, évidemment, la réponse, elle est non comme ça. Mais la question que je me pose, et que nous devons résoudre, nous, les tutelles politiques, avec vous, les professionnels, c'est que de toute façon, l'enveloppe est fermée. On ne va pas se raconter l'histoire. L'enveloppe est fermée. Donc, si nous faisons le diagnostic, et c'est le diagnostic que je fais, qu'un des facteurs générateurs de ces fameux dépassements d'honoraires dont tout le monde se... D'ailleurs, qui recouvrent tellement de choses différentes, hein, parce qu'il y a dépassement et dépassement. Voilà, on le sait bien. En plus, je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, donc je ne vais pas dire du mal, mais M. Le Guen. En revanche, je pense qu'il faut qu'on réévalue un certain nombre de ces actes, mais dans ces cas-là, enveloppe constante. Voyons ensemble ceux des actes qui ne seront pas réévalués. Je vous donne un exemple, puisque vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais appris, moi, anesthésiste, à faire de l'anesthésie péribulbaire, qu'on ne fait plus aujourd'hui, si j'ai bien compris. Est-ce que cet acte a disparu? L'acte d'anesthésie pour cataracte a disparu, puisque maintenant c'est un topic, c'est quand même un petit peu différent comme technicité. Il y a des actes qui évoluent, et donc il va falloir faire évoluer des actes à la hausse et des actes à la baisse. Mais c'est un problème de responsabilité collective. En tout cas, je vous dis que nous y attaquerons, mais ça sera l'enveloppe constante. Le deuxième point, j'essaie d'aller vite, sur les ARS, c'est un peu la question que nous posions tout à l'heure. D'abord, je vous trouve sévère parce que la réalité, c'est qu'il y a une hétérogénéité des ARS et de la manière de faire. Une grande hétérogénéité. Sur l'évaluation des pratiques professionnelles, tout ce qui a été fait depuis 10 ans, très franchement, est d'une complexité infinie. Infinie. Moi, en tant que praticien, je n'ai jamais compris comment il fallait que je valide mes trucs et mes machins. C'était extrêmement compliqué. Donc il faut simplifier considérablement ce système, à tel point qu'un certain nombre de nos confrères n'entraient pas dans la formation parce que la première étape était vraiment complexe, donc ils n'y allaient pas. Enfin, sur la convergence, à la différence d'un certain nombre de gens sur le spectre politique, oui, nous sommes pour la convergence, mais je voudrais sortir du slogan et vous expliquer une chose que j'ai expliquée hier à la FHP. C'est la chose suivante. C'est que l'hôpital public a, pour des raisons qui ne dépendent ni de vous ni de nous, pour des raisons historiques, supporte des coûts historiques qui sont grosso modo de deux types. Certains hôpitaux publics, pas tous, certains qui ont été sous l'effet d'un certain nombre de politiques municipales. L'hôpital était une sorte d'outil régulateur social qui faisait que la masse salariale a été utilisée pour de la régulation locale. Ben ça, ce sont des erreurs de gestion qui sont des erreurs anciennes, mais que nous payons aujourd'hui. Mais l'hôpital public, c'est un fait. On peut le regretter, à les supporter. Et la deuxième charge historique d'un certain nombre d'hôpitaux publics, mais d'ailleurs de quelques établissements privés aussi, m'a-t-on expliqué, mais surtout de certains établissements publics, ce sont des gestes architecturaux qui font qu'on porte aujourd'hui des bâtiments pour les 60 prochaines années qui ont des coûts parce que la question ne se posait pas. Et donc, entendez bien mon discours, je crois à la convergence parce que c'est un outil de clarté et de comparaison, pas pour des raisons idéologiques. Deuxièmement, je crois et je sais, et vous savez, que l'hôpital public a des missions que n'a pas l'établissement privé, dont on pourrait parler, l'enseignement, bien entendu. Et donc la question de ces MIGAC doit être résolue selon des grilles de transparence. C'est-à-dire, ça vaut qu'autour du table, on sache combien coûte un étudiant en médecine. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Et troisièmement, oui, non mais il faut le faire. Il faut le faire. La transparence, il faut le faire. Parce que tout est facile, mais il faut le faire. Et le troisième point, ce sont ces fameux coûts historiquement induits. Eh bien, ces coûts historiquement induits, ces missions dont on a parlé à travers les MIGAC, rendues transparentes, mises à part, je crois, oui, à la transparence. Et nous l'avons affiché, et nous le disons, et nous l'écrivons. Parce que tout simplement, le système a besoin de clarté, de discussion dans une ARS. Il faut que tout le monde parle à armes égales. Mais vous savez, c'est une révolution culturelle, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes sur des évolutions très lentes et donc difficiles.
Oui, attends, c'est moi qui préside. Encore. Une question à Jean-Luc Jurin, puis après, je donne la parole à Jean-Marie Le Guen pour parle fort, on t'entend, Jean-Luc. Je représente une spécialité clinique. Alors, c'est vrai qu'on entend parler de révolution culturelle, on a suivi très près les EGOS, qui était la préparation culturelle, brainstorming pour l'élaboration de la loi HPST. C'est un très mauvais souvenir pour nous en tant que spécialité clinique. Je vous ai écouté, vous dites finalement il faut faire la révolution contre les élites. Non, pas un petit peu, d'accord, c'est caricatural, c'est provocateur quand je dis ça, d'accord, j'enlève. D'accord, c'est tout. Donc je dis, c'est vrai que la technostructure bloque les réformes, il faut changer un petit peu. Il se fait que je suis psychiatre. Le directeur de la DGS a changé. C'est M. Graal. D'accord. Nous avons eu un rapport sur la santé publique, sur la santé mentale et la psychiatrie. Je n'ai pas vu plus de lignes, c'est-à-dire 2 mots, sur la psychiatrie libérale depuis 20 ans, dans un rapport, pas plus dans celui-là que dans ceux qui précédaient. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous interroge. Et je ne parle pas finalement des revalorisations des spécialités cliniques, ça c'est avec le ministre, la CCM clinique. Mais je dis simplement quelle place, dans ce que vous appelez cette révolution culturelle, vous voulez donner aux spécialités cliniques libérales. Et ça me permet de répondre à une des 4 questions à laquelle vous aviez posé, c'est toute réforme de structure, et puis après je passerai la parole à Jean-Marie, toute réforme profonde de structure, telle que celle que nous avons mise en œuvre, et que nous allons continuer à mettre en œuvre, nécessite d'avoir, pour les mettre en œuvre, des gens qui sont... Le mot habité est beaucoup trop fort, mais qui ont compris la mise en œuvre de cette réforme et la nécessité de penser différemment. C'est ainsi. C'est ainsi. L'exemple que vous prenez est assez symptomatique. Les ARS ne sont plus des ARH. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut, maintenant que ça a été voté, qu'on a mis en œuvre, ça va se mettre en place. C'est exactement la même, pardonnez-moi, structure mentale. Ce que vous décrivez, c'est que nous sortons d'un système hospitalo-centré. Bien, il faut un peu de temps, parce que les gens sont en train de métaboliser cette modification profonde d'une organisation ancrée depuis si longtemps dans nos esprits et nos habitudes.